10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et de retour sur l'antenne de Sud Radio pour les débats de l'été de 10h à 13h. Merci de votre fidélité. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour le sujet dont on a déjà un petit peu abordé la question hier. Les crédits d'impôt d'emploi à domicile. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir là-dessus. Dans le viseur de Bercy, plus de 7 milliards d'économies à faire pour le budget 2027. C'est là-dedans qu'ils auraient envie d'aller taper. Est-ce que cela vous indigne ? Est-ce que vous êtes prêt à faire cet effort-là ? Nous en parlons avec nos débatteurs dans un instant, mais avant, on va revenir sur la situation dans les Landes. Cet incendie qui fait déjà des dégâts, plus de 1100 hectares de forêt qui ont brûlé et 500 personnes qui ont été évacuées. Avec vous, Louis Randazzo, le point sur la situation de notre fil rouge de la matinée. Oui, Anthony, l'incendie de Luglon dans les Landes, il entre dans une phase critique. Les deux foyers du feu, l'un au sud-ouest et l'un au sud-est du bourg, se rapprochent l'un de l'autre. Pour les pompiers, l'urgence est d'empêcher leur jonction. Le bilan reste encore à 1100 hectares parcourus, 525 personnes évacuées et toujours 500 sapeurs-pompiers mobilisés. Aucune habitation n'a pour l'instant été touchée, même si les flammes ne sont qu'à quelques dizaines de mètres de certaines maisons et les fumées sont désormais visibles jusque dans le Lot-et-Garonne. Le préfet des Landes compare ce feu à celui de Biscarrosse fin juillet, 2 fois moins étendu à ce stade, mais toujours imprévisible. Avec le vent qui se lève et 36 degrés annoncés cet après-midi, les prochaines heures seront déterminantes. Et je me permets encore de relayer l'appel à l'aide de la mairie de Luglon qui cherche des bénévoles. Donc si vous êtes dans le coin et que vous voulez aider, vous pouvez leur envoyer un SMS au 06 64 65 24 34. On va répéter une fois encore le numéro, s'il vous plaît. 06 64 65 24 34 pour aider la mairie de Luglon pour les incendies. Merci beaucoup, Louis Randazzo. Les 15 prochaines heures seront déterminantes selon le préfet. Donc à suivre évidemment en fil rouge tout au long de la matinée sur Sud Radio et à n'en pas douter également ce soir dans Les Vraies Voix. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous-même vous êtes témoin de ce qui se passe dans le coin. Vous nous appelez, la priorité vous est bien évidemment donnée. Priorité aux auditeurs sur Sud Radio, vous savez, c'est la recette maintenant que l'on se donne depuis plus d'une semaine. Merci de votre fidélité. Je vais accueillir nos débatteurs avec voilà, vu que vous êtes en majorité, mesdames, je vais commencer avec monsieur Mathieu Vallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen Rassemblement National. Avec à votre gauche Julia Acha-Milchkovic, qui est conseillère municipale dans la commune de Kingersheim en Alsace. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habitué maintenant de Sud Radio et de la table. Et puis de l'autre côté, on a Najwa El Haït. C'est comme ça. El Haït, excusez-moi. El Haït. Vous êtes docteur en droit, droit public et avocate évidemment. L'un va rarement sans l'autre d'ailleurs. Oh, ça dépend. Oui. Auteur de Maître, sortez-moi de la Mareuil. C'est bien cela ? Tout à fait. Bon. Bonjour à tous. Bonjour à vous. On va revenir sur cette proposition de Bercy. Économiser 7 milliards en allant taper sur ces crédits d'impôt d'emploi à domicile. 50% des dépenses éligibles quand même lorsque vous avez une personne à votre domicile qui vous aide soit à garder vos enfants, l'aide aux devoirs, l'aide au ménage, si vous faites des petits travaux, si vous avez quelqu'un qui entretient votre jardin, fait du bricolage pour vous, vous pouvez déduire 50% de la somme. Donc généralement on est aux alentours de 24 à 28 euros de l'heure et donc sort réellement de votre poche 12 à 14 euros en moyenne. Ça c'est ce que permet ce crédit d'impôt. Et Bercy veut taper dedans pour faire une économie substantielle de 7 milliards sur le prochain budget. Mathieu Vallet, est-ce que vous trouvez que c'est une mesure qui est entendable pour les Françaises et les Français aujourd'hui ? Non, c'est irresponsable. Je pense qu'on peut faire des économies ailleurs. Et d'ailleurs, ça bénéficie à près de 5 millions de foyers fiscaux. Et la principale difficulté qu'on va avoir, c'est le retour du travail au noir. Voilà, parce que en réalité, les foyers fiscaux qui déclarent ces aides à domicile, vous avez parlé d'aide pour les enfants, d'aide aussi, on peut le dire, aux personnes âgées, des ménages, des prestations, bref. Les personnes en situation de handicap. Bien sûr, c'est le quotidien de nos concitoyens et c'est pas un dispositif qui est pour les riches. C'est un dispositif qui est bénéficié en grande partie aux classes moyennes. Vous savez, aujourd'hui,
pour trouver une place en crèche lorsque les deux parents travaillent, c'est devenu un chemin du combattant, notamment dans les grandes villes. Et donc, c'est des prestations aussi qui permettent 1 million d'emplois. Donc, je comprends pas que le gouvernement veuille s'attaquer alors que le chômage augmente à quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui bénéficie à beaucoup de personnes. Et puis, en moyenne, il faut le dire, c'est plafonné à 12 000 € par an. Donc, c'est pas quelque chose qui est illimité. On parle pas d'un forfait ou d'un déplafonnement illimité. Donc, moi, je trouve que dans un contexte où on doit défendre le pouvoir d'achat des Français, qu'on doit lutter contre le chômage et dans lequel il faut évidemment faire rentrer des recettes fiscales, ce dispositif n'est pas le bon à sacrifier pour pouvoir faire des économies sur le dos des Français. On a Laurent Permas, animateur de La Vie, devant nous sur Sud Radio, qui nous dit que justement, on ne parle même pas là des nourrices pour les enfants de moins de 6 ans et des parents qui n'ont même pas de solution de place en crèche. Où est-ce qu'on mettrait tous ces enfants, Julia Achar-Mishkovitch ? Alors, moi, je veux quand même préciser, parce que moi, ma lecture du projet tel qu'indiqué par le gouvernement, c'est des ajustements par catégorie d'usage. Et l'idée, c'est pas de taper sur justement les parents qui ont besoin d'avoir une solution de garde, surtout quand on sait que le sujet de la politique familiale est un sujet de priorité nationale, puisqu'on a une transition démographique qui nous est fortement défavorable et qu'on doit relancer la démographie. Donc, ça va à contre-courant des enjeux qu'on doit, pardon, j'ai pas de voix ce matin, qu'on doit prendre en considération. Ça concerne surtout en fait des activités de confort et de bricolage et jardinage. Bon, est-ce que c'est le bon endroit où il faut taper ? Honnêtement, je dirais que non. Je m'inscris dans vos propos quand vous dites qu'on tape encore une fois sur les classes moyennes. Il faut quand même savoir que parmi les gens qui bénéficient de ce dispositif, il n'y a pas que des classes moyennes. Il y a aussi des classes plutôt aisées qui justement font appel à ce type de service. Pour la moitié, en tout cas, de ceux qui bénéficient de ce dispositif sont considérés comme étant des foyers aisés. Exactement. Donc il y a aussi ce sujet de justice sociale qui est très demandé notamment à gauche. Il faut le préciser. Moi, là où je veux alerter, c'est qu'effectivement, ça représente plus d'1 million de personnes et ça permet de mettre plus d'1 million de personnes au travail. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui dans une situation 5 millions même. C'est même plus considérable encore. Ok, moi j'avais plus d'1 million de personnes à l'emploi, particulièrement des femmes aussi. Donc encore une fois, on viendra taper sur qui ? Sur les femmes, sur des qualifications qui sont finalement sur des jobs finalement avec peu de qualifications, donc souvent à temps partiel. Donc, je pense que ça reste encore une fois, on essaye de trouver des économies un peu partout, de gratter un petit peu partout, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon endroit où il faut taper. En tout cas, il faut être plus nuancé. Hier, dans la radio libre, on avait Marie-Claire qui nous appelait et qui nous racontait qu'elle gagnait, si je dis pas de bêtises, 828 € par mois de retraite et qui faisait des petits ménages à droite à gauche et ce qui lui permettait d'arrondir ses fins de mois et de pouvoir payer des factures. Si on commence à taper sur ces crédits d'impôt-là, c'est les gens comme elle qui en première ligne vont souffrir. C'est à la fois une femme mais aussi une femme à la retraite, Julia Achar. Donc, non mais moi c'est parce que je m'inscris totalement dans le fait qu'il faut protéger absolument, et c'est d'ailleurs mon combat politique avec Xavier Bertrand, les classes moyennes. Je veux juste nuancer dans la proposition qui est faite et l'étude qui est menée. L'idée ce n'est pas de taper sur les personnes qui en ont le plus besoin, au contraire, c'est de peut-être remettre en question un dispositif qui profite à toutes les catégories sociales, et dans un moment où on doit faire entre guillemets des économies, et on sait très bien que ces économies c'est les Français qui vont devoir les porter parce que on a un gouvernement qui manque de courage, et ça depuis des décennies. Il faut pouvoir analyser les faits et savoir à quel moment on tape et à quel moment on ne tape pas. On va peut-être vous donner de l'eau, Julia Achar-Mishkovitch. Et pourtant j'ai le café à côté, c'est censé me doper un petit peu. Najwa El Haïté, on a aussi une problématique, c'est qu'on a malgré tout une éducation nationale qui est bien malade. On utilise très souvent à domicile le soutien scolaire. Ce soutien scolaire est éligible à ce crédit d'impôt. Donc s'en prendre à ce crédit d'impôt, c'est aussi s'en prendre au niveau scolaire de nos enfants. Bah oui, c'est s'en prendre au niveau scolaire de nos enfants, mais vous l'évoquiez de manière plus générale. Cette aide concerne d'autres secteurs, l'aide à domicile, vous le rappeliez, l'accompagnement aussi des personnes en situation de handicap, l'accompagnement aussi de nos parents. Donc c'est une aide quand même qui cible différentes catégories de personnes. Alors oui, il faut réduire les déficits publics. Oui, il faut réduire nos dépenses publiques. Mais moi, je serais très très prudente sur la suppression générale de cette aide donc du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Pourquoi ? Et tout a été dit. C'est-à-dire que à partir du moment où vous supprimez ce crédit d'impôt à l'emploi à domicile,
Et Mathieu Vallée le disait, vous faites basculer un pan bien dans le travail dissimulé. Absolument. Et donc vous avez un État qui va économiser. Mais à côté de ça, ça fera moins de cotisations et moins de recettes de l'autre. Et donc, vous mettez le doigt sur là-dessus, sachant que cette loi, elle avait été imaginée justement pour contourner le travail dissimulé. Oui, là, en supprimant en tous les cas ce crédit d'impôt, vous pousserez des personnes à recourir au travail au noir. Sauf que quand même, je le rappelle, notamment l'aide à domicile, le travail, enfin je veux dire l'aide, vous parliez du travail scolaire, en tous les cas ceux qui soutiennent aussi les enfants. On sait très bien que c'était, et vous le rappeliez, une manière de lutter contre le travail dissimulé. Or là, vous remettez en cause ça, naturellement, dans un instant, vous rétablissez le travail dissimulé. On va aller au 0826 300 300 pour accueillir les réactions de nos auditrices et auditeurs. Toujours sur cette question de la réduction, voire la suppression du crédit d'impôt des emplois à domicile. On a Laurent Permas, toujours animateur chez Sud Radio, qui nous dit qu'il propose à tous les parents qui auraient besoin d'un moment de garde de les déposer à Bercy quelques heures. C'est Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et 10h passées de 43 minutes. Vous êtes bien à l'écoute de Sud Radio et merci de votre fidélité au 0826 300 300 sur la question de la réduction ou de la suppression du crédit d'impôt emploi à domicile voulu par Bercy pour faire plus de 7 milliards d'économies sur le budget de 2027. Vous nous appelez, on va commencer avec vous, Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Alors, Bonjour. Vous nous appelez d'où, Marie-Hélène ? De Bellerive-sur-Allier, c'est une petite commune qui est à 4 km de Vichy, dans l'Allier. Merci. Alors, racontez-nous, Marie-Hélène. Alors, je réagis par rapport à l'émission de hier matin. Votre intervenant parlait donc du crédit d'impôt. Louis Gobet, oui, qui est président de la Voilà. Fédération nationale des entreprises de services à la personne. C'est ça. Oui. Et l'argument premier était de dire que finalement, il y aurait une recrudescence du travail au noir. Oui, c'était d'ailleurs le Et propos de Mathieu Vallée de Najwa El Haïté sur le plateau aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors moi, c'est bien de mettre le focus là-dessus, mais j'ai l'impression que j'ai envie d'avoir une vision un peu plus large de toute cette histoire, parce que Ouvrez-nous vu les le yeux. gouvernement qu'on a depuis une dizaine d'années qui prend des décisions totalement ubuesques, je me suis dit je vais raisonner d'une autre manière et je vais essayer de voir plus large. Mon propos est de dire en fait que dans les décisions européennes, il me semble, alors peut-être que je fais une erreur, qu'il y a une décision de mettre en place l'euro numérique. Et je me dis, le travail au noir, mais le travail au noir ne pourra même plus exister parce que les gens ne pourront plus financer le travail au noir. Donc, si vous voulez, ça sera la première étape. Enfin, pour moi, c'est la première étape d'une destruction, finalement, de tout ça. Et je me dis, en deuxième point, donc chaque pays, pour le moment, de l'Union européenne gère sa politique fiscale. Est-ce pas une manière, finalement, peut-être pernicieuse, de faire rentrer la France dans les rangs pour une politique globale de la gestion fiscale de tous les États? Voilà, c'était mon propos. Non, mais vous avez raison, c'est intéressant votre point de vue. Après, je crois que pour l'instant, on n'est pas prêt de mettre nos billets à la poubelle, puisqu'il y a un concours en ce moment de graphisme pour décider de celui qui sera imprimé sur les prochains billets de banque. Oui. Mais on va profiter d'avoir un député européen, Mathieu Vallée du Rassemblement National, sur ce plateau pour l'interroger sur ce que vous venez de dire, Marie-Hélène. Mathieu Vallée. Oui, mais moi je pense que la réalité, nous par exemple, sur les dépenses qu'elle évoque, nous, enfin après c'est un sujet européen, non en réalité sur la Sur l'euro numérique, si, c'est oui, un non, mais sujet sur européen. numérique, oui, mais la réalité, c'est que nous, en fait, on souhaite que sur les niches fiscales, qu'elles sont appelées comme ça, on rabote celles qui, en fait, ne rapportent pas un sou à l'État, qui ne profitent pas à la majorité des Français et qui coûtent un pognon de dingue. Et ça, c'est pas à l'Union européenne de décider, c'est à la France, si vous voulez. Oui, mais ce que semble dire Marie-Hélène, si je comprends bien, c'est qu'avec l'euro numérique, même le travail au noir ne sera plus possible.
Oui, après, il faut faire attention. On a aujourd'hui, avec la cybercriminalité, avec tous les sujets qu'on voit actuellement, notamment la facilité de pouvoir détourner les systèmes informatiques, de s'introduire illégalement dans des bases numériques, on a des fraudeurs, on a des criminels informatiques qui sont quand même redoutables et sur lesquels on est plusieurs trains de retard. Donc, je ne pense pas, je suis pas convaincu que l'euro numérique luttera efficacement et complètement contre la fraude. Il y a toujours, vous avez des dérives et finalement une criminalité qui arrive à s'engouffrer dans des brèches liées à ces nouvelles technologies. Moi, je suis très prudent quand on voit que d'ailleurs la base des impôts a été infiltrée facilement et dont on attend de savoir qui a été impacté, pour quel montant, pour quelle motivation. Et pourtant tout est numérique et vous avez une double 700 000 données, 700 000 et pourtant vous avez contribuables ont été touchés. Je pense que autour de cette table, on a tous accès à impôts.gouv.fr. Vous avez une double authentification, vous avez une obligation de vous connecter sur France Connect lorsque vous souhaitez accéder à ce portail. Il y a aussi des vérifications par SMS ou par mail. Bref, malgré les pare-feux et les frontières, si j'ose dire, de protection numérique mises en place, ça n'a pas empêché la violation du site internet avec le vol de ces données sensibles et majeures. Par définition, une règle est faite pour être contournée. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis que pour faire simple, si je l'ai pas été, l'euro numérique, quel que soit comment vous l'appelez, ne sera pas le garant de la lutte absolue contre le travail dissimulé. Ça peut être une des façons de lutter contre le travail dissimulé, mais ce sera pas un risque zéro. On le voit bien d'ailleurs avec les différentes crypto-monnaies type Bitcoin et autres. Ouais, et puis avec tout ce que ça entraîne en termes de violence, d'enlèvement et de homejacking chez des personnes vraies ou supposées qui pourraient détenir puis d'escroquerie. Exactement. Non, je disais, et puis d'escroquerie, parce que la volonté de lutter contre les espèces, c'est pour lutter en réalité contre le blanchiment d'argent, plus que de lutter contre le travail dissimulé. Mais on le voit, enfin, on n'est pas prêt d'y arriver. Enfin, je veux dire, à l'euro numérisé, c'est pas pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a vu quand même des pannes technologiques mais énormes. Souvenez-vous aussi en Espagne où les gens, même en France, qui n'avaient plus accès aux distributeurs de billets parce qu'il y a eu une panne, électronique, technologique, etc. Donc et qui ne pouvaient, non, c'est même pas ça, c'est plus grave. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même plus utiliser leur carte bancaire, faire leurs courses. Et donc il y a eu un souci avec, et c'était en France avec une des banques françaises où vous aviez des gens avec leur caddie prêts à payer qui ne pouvaient plus utiliser leur carte bancaire. Donc tout ça pour dire méfions-nous de la technologie parce que les espèces, ça sert aussi quand il y a ce type de panne et de difficultés technologiques. Marie-Hélène, vous entendez les arguments de Mathieu Vallée, de Najwa El Haïté ? Oui, mais moi j'ai un autre point à ajouter. Il me semble que l'intervenant d'hier disait que le crédit d'impôt c'était une particularité française. On est bien d'accord, il me semble. Ouais. Alors pourquoi finalement prendre des décisions ubuesques qui mettent à mal le travail en France ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'on cherche 7 milliards d'économies, visiblement. Mais 7 milliards d'économies, je pense qu'on peut les trouver ailleurs. Je vais pas polémiquer sur le comportement du gouvernement, mais je pense qu'il y a des choses à faire avant de s'attaquer au monde du travail. Bon, justement, on va accueillir Frédéric au 0826 300 300 de Florence. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous restez avec nous, Marie-Hélène, si vous voulez. Bonjour. Alors, dites-nous, Frédéric. Alors, écoutez, je voulais rebondir sur ce que disait effectivement votre intervenante à l'instant. Je partage tout à fait, j'allais dire non pas le propos technique, mais sa conclusion qui était sous-jacente. C'est-à-dire qu'avant qu'on fasse des efforts et de venir là ou là chercher de l'argent, une fois pour toutes, il faut changer la règle du jeu, revenir à des choses très simples. C'est-à-dire que le gouvernement maintenant doit s'exprimer selon la manière suivante. Chères Françaises, chers Français, nous vous demandons un effort, mais avant d'en parler, nous faisons tel effort sur tel segment de tel ministère ou dans de telle ou telle chose. C'est ce que le Cornu a fait. Non, il est plus possible. Si, il l'a fait sur la communication, notamment dans les ministères. Il a raboté. Moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais laissez Frédéric avancer dans son propos. On est tellement loin de la réalité. On connaît le déficit abyssal. On ne peut plus maintenant continuer à chercher de l'argent avec un tuyau percé. On répare le tuyau et ensuite on va chercher de l'argent. C'est comme ça qu'on fait en bon père de famille. Il y a un moment, il va falloir se le mettre dans la tête. On a vraiment un problème dans ce pays. Julia, est-ce que vous avez des compétences de plomberie ?
Pardon ? Non, moi, vous savez, j'ai vécu toute mon enfance dans des situations où le tuyau était cassé et qu'il fallait aller chercher la solution. C'est des situations de crise où on doit faire les deux en même temps. La France se trouve dans ce scénario-là. Dire que... alors, moi, je suis très critique du gouvernement. Pour autant, même si je m'inscris plutôt dans la famille politique, je demeure très critique des actions du gouvernement depuis des décennies, voire même d'avant, puisqu'on paye des politiques, j'ai eu l'occasion de le dire mercredi, qui datent pas d'il y a 10 ans, mais qui datent d'il y a 30, 40, 50 ans. Là, on est dans une situation de crise, vous avez raison, il faut réparer le tuyau, mais en fait, on est tellement dans une urgence budgétaire aussi, qu'on doit aussi aller chercher en fait l'argent, et on a un double travail à faire. Et dire que le gouvernement n'a rien fait, moi je suis d'accord que les caprices de stars c'est no go, ça nous éloigne des politiques. Là je m'inscris totalement en vrai. En revanche, on a quand même un Premier ministre qui, à l'inverse de ses ministres, essaye quand même de trouver des solutions, y compris au sein même de ses ministères, notamment en coupant des budgets qui sont ubuesques, comme vous l'avez parfaitement rappelé. Mathieu Vallée ? Non mais moi je vais répondre au monsieur, faut être concret. Moi j'essaye de l'être en tant que député européen parce que les Français veulent du concret. Vous avez raison monsieur, là on parle de 7 milliards d'euros sur ce chèque emploi-service universel parce que c'est comme ça que les Français le connaissent, pour mettre des enfants à la maison gardés par des personnes. Plutôt le crédit d'impôt, parce que le chèque emploi-service est plutôt le moyen pour en bénéficier. Oui, enfin je veux dire c'est la concrétisation, enfin je veux pas je suis pas un oral de l'ENA, donc j'essaye de vulgariser le propos. Oui, moi en tant que responsable politique, mais je le fais pareil pour la police, on peut donner tous les acronymes et les détails. Bref, pour être concret, c'est 7 milliards d'euros pour permettre à des gens de travailler, de garder les enfants de parents qui travaillent, d'assister des personnes handicapées, donc c'est pas du luxe. Et en réalité, pour financer les éoliennes et le photovoltaïque, c'est 7 milliards d'euros. Donc moi, je préfère qu'on protège nos personnes vulnérables, nos enfants, et de permettre à des gens d'aller au travail et de pouvoir faire bénéficier à 1 million de salariés d'un travail convenable, plutôt de financer des éoliennes moches qui en réalité sont largement financées, ou du photo avec des énergies intermittentes. Donc voilà, non mais pardon, mais votre auditrice avant disait la spécificité française c'était de vouloir raboter dans des dépenses qui font souvent sur le dos des Français, mais c'est une singularité française de laisser des chauffeurs avec des véhicules à monsieur Raffarin, à Mme Cresson, à monsieur Bérou. Donc l'exemplarité à la française, ça serait de dire que quand on a des responsabilités, il y a évidemment non pas des avantages mais des facilités données pour exercer, mais quand après c'est terminé, c'est fini. Le général de Gaulle, quand il a quitté le pouvoir en 69, il n'a pas voulu être membre de droit du Conseil constitutionnel, il n'a pas demandé de véhicule avec chauffeur et d'avantages. Et il payait son électricité, de Gaulle, son sa gaz femme à payait l'électricité. Oui, mais ça ferait du bien de retourner à la morale et à l'exemplarité de nos dirigeants publics, et pour autant, j'ai pas l'impression que le général de Gaulle, c'était un moins que rien et un clochard à l'Élysée. Voilà, simplement, il avait beaucoup de respect pour l'argent des Français. Donc quand on veut demander aux Français honnêtes de faire des économies sur des sujets aussi importants, qu'on montre déjà l'exemple. Monsieur Le Cornu, vous en parlez madame, il avait dit tout feu tout flamme, dire oui c'est bon, on arrête les véhicules avec chauffeur, on arrête les secrétariats, on arrête les sécurités, puis on se rend compte qu'il y a des exceptions partout. Y compris quand monsieur Raffarin a un accident de la route et on se rend compte qu'il a un chauffeur. Pourquoi ? Pour quel motif ? Laurent Permas, on s'écarte un petit peu du sujet. Laurent Permas non, on s'écarte pas du sujet. Les dépenses se nichent dans les petites rivières qui font les grands fleuves. Sud Radio, qui nous dit, pour en revenir à cette question du crédit d'impôt précisément, que supprimer ce crédit d'impôt pour 100 € de crédit d'impôt donné aux Françaises et aux Français, c'est 79 € de cotisation sociale. Et ils ne réfléchissent pas à cette baisse. Et donc, ils pointent l'absurdité de cela. Vous l'entendez, ça, Najwa El Haïté ? C'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un État qui se dit, tiens, je vais économiser, et franchement, c'est pas forcément la bonne cible, et on en a évoqué les raisons, donc je vais pas y revenir. D'un côté, vous perdez en cotisation et vous perdez en recettes. Est-ce que il y avait pas, j'allais dire, mis à faire en termes de réduction des dépenses publiques? À chaque fois, on parle du millefeuille administratif. Là aussi, on peut pas faire des économies. C'est-à-dire, vous avez des collectivités locales. Ouais, on va vous dire que c'est pas le sujet là. Non, mais si c'est des dépenses. Je suis d'accord. C'est des dépenses où on peut cibler aussi. Mais j'ai pas dit que c'était pas le sujet. J'ai dit qu'on s'éloignait un peu du sujet initial du crédit d'impôt. Pas du tout. Parce que vous parliez d'exemplarité sur la dépense. C'est le budget. On peut être exemplaire en gérant le budget de la France comme un bon père de famille. Donc, ce qui n'est pas le cas depuis. Et puis même, je vais dire dans votre sens, Mathieu Vallée. On est globalement d'accord autour de la table. Au-delà de ça, j'ai d'autres exemples. J'aimerais terminer. C'est-à-dire même, il faut évaluer les aides aux entreprises. Là aussi, évaluons l'efficacité de certaines aides vis-à-vis d'eux. Alors, il ne s'agit pas de tout supprimer, mais là aussi, d'avoir une
une analyse aussi sur ce volet-là. Et puis autre chose, la fraude sociale, elle est énorme. Pourquoi on lutterait pas de manière plus efficace à la fraude à la TVA, à la fraude fiscale? Là aussi, il y a des choses à faire. Moi, ce qui me gêne dans le débat du crédit d'impôt, c'est qu'on veut taper sur à la fois, ça ne cible que des gens qui travaillent, c'est-à-dire que les gens qui effectivement font des crédits d'impôt pour pouvoir bénéficier aussi de l'avantage fiscal sont des gens qui travaillent, souvent des classes moyennes. Allez, dans un instant, vous coupez comme ça? Bah oui. Eh bah super. Je termine quand même. Et l'autre partie, ce sont les gens qui travaillent, qui bénéficient des crédits d'impôt et qui sont payés comme ça. On finit pas. Elle est incorrigible, mais j'adore. Dans un instant, on va retourner au 0826 300 300. Je voudrais tout d'abord remercier Marie-Hélène de nous avoir appelé, également Frédéric qui malheureusement nous a quittés. Enfin, il a raccroché. Oui, parce tout que va bien comme pour ça, lui. sympa. Tout va bien pour lui. En tout cas, j'espère. Au 0826 300 300, vous nous appelez si vous voulez réagir à notre prochain sujet de débat. La Russie, de plus en plus intrusive aux portes de l'Europe. Des drones explosifs, notamment sur l'aéroport de Leipzig, en Allemagne. Les ingérences politique, la manipulation de l'information. Est-ce que nous sommes dans une escalade vers une guerre hybride? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, ici on ne coupe pas la parole. 300, vous nous appelez si vous voulez participer à nos débats et à notre radio libre de midi avec Aude qui vous attend au standard. On va dans un instant parler de la Russie de plus en plus à tester l'Europe, l'OTAN également, que ce soit sur les drones explosifs, l'ingérence politique, la manipulation de l'information. La question qu'on vous pose et qu'on se posera tout à l'heure avec nos débatteurs, c'est sommes-nous au bord d'une escalade vers une guerre hybride? Mais avant ça, priorité à ce qui se passe dans les Landes. Louis Randazzo, notre fil rouge de la matinée, plus de 1100 hectares d'incendie si ce n'a pas évolué depuis. Dans cette commune de Lublon. Oui, Anthony, exactement. Donc ça n'a pas évolué. Toujours 1100 hectares de brûlés et on compte toujours 500 personnes évacuées et 525 pompiers mobilisés. Mais ce qui change, c'est qu'on voit les premiers grands élans de solidarité se mettre en place. La Fédération des chasseurs des Landes a par exemple annoncé venir en aide aux pompiers en servant le repas de ce soir. Et à Garin, au sud-est de l'incendie, les rouleaux landais sont entrés en action. L'objectif, débroussailler le bord des routes afin d'être en posture de défense face à un feu qui arriverait. Le fameux mur anti-feu. Exactement. Un feu qui arriverait de l'ouest, c'est-à-dire de Luglon. Luglon, où nous sommes actuellement en direct avec vous, Emmanuel Temple. Vous habitez dans la commune et aux dernières nouvelles, vous n'aviez pas encore été évacué. Est-ce toujours le cas, Emmanuel? Bonjour. Oui, alors tout le monde est évacué. Après nous, c'est clair qu'on est un petit peu excentré, donc pour l'instant on craint rien et on est toujours sur place, ce qui nous permet de pouvoir donner un coup de main au centre-bourg pour nourrir et donner de l'alimentation et de l'eau aux pompiers. Est-ce que vous voyez l'incendie de là où vous êtes, des fumées? Alors nous on voit pas l'incendie, par contre oui on voit les fumées et toutes les cendres qui tombent. D'accord. La solidarité dans laquelle vous êtes engagé, elle consiste en quoi exactement pour venir en aide auprès de qui? C'est surtout des pompiers qui sont tous présents et qui ont besoin d'eau. Par exemple, nous on tient un café associatif qui s'appelle la Maison Garbaille sur le centre du village. Et hier soir on donnait de l'eau fraîche. On permettait aussi aux pompiers d'aller aux toilettes. On avait mis à disposition une douche s'il y avait besoin. Comme le centre-bourg a été évacué hier soir, nous on a dû fermer également puisque tout est centralisé à la salle des fêtes. Et ce matin, par contre, on est allé leur donner, comme on a une épicerie dans ce café associatif, on est allé leur donner des fruits, des légumes, puisque ce matin ils avaient plus grand chose et ce qui a permis, de les alimenter. Et puis après, comme nous, on est obligé d'être fermés. Ce que l'on conçoit tout à fait puisque c'est centralisé sur la salle des fêtes, on est à disposition. Donc s'il y a des besoins, on y va et on donne. Et après, on est également bénévole pour tourner. C'est des plages horaires de 4 heures à chaque fois pour être présent, pour faire les sandwichs, pour donner de l'eau à tous les pompiers qui sont là, quoi. Bon, comment on fait pour vous contacter si sur place on nous écoute sur Sud Radio et qu'on a besoin? Alors le mieux c'est de contacter directement la mairie. D'accord. C'est eux qui donnent les consignes. C'est eux qui dispatchent.
Ouais, Très bien. exactement. Merci Voilà. infiniment pour votre témoignage et d'être venu nous raconter sur Sud Radio comment ça se passe. Évidemment, vous restez en contact avec les équipes à la rédaction et on reviendra vers vous si jamais il y a du nouveau. Vous n'hésitez pas à nous tenir informés. Enfin, surtout, avant tout, vous vous mettez en sécurité, bien évidemment. Bien évidemment. C'est la priorité. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous et vos proches et prenez soin de vous. Merci. Merci infiniment. Merci. Au 0826 300 300, toujours cette question que nous vous posons sur la Russie qui teste les défenses de l'Europe finalement et de l'OTAN et nos réactions avec ce drone explosif. Rappelez-vous, c'était la semaine passée à Leipzig, sur l'aéroport de Leipzig en Allemagne. Un drone explosif avait été abattu par un chauffeur de bus à proximité même d'avions cargo militaires ukrainiens qui étaient vides, fort heureusement. Mais ça aurait pu causer de gros dégâts. La manipulation de l'information, on le voit avec ces faux médias, ces faux reportages qui inondent les plateformes telles que X ou TikTok pour manipuler l'information telle que nous avons l'habitude de la donner dans les médias. Ça imite même des médias nationaux qui ont pignon sur rue et qui sont plutôt réputés pour la qualité de leur information en général. Et puis des ingérences politiques, Raphaël Glucksmann comme Gabriel Attal ou encore Édouard Philippe ont été touchés par ces tentatives d'intrusion dans leurs propres fichiers. Mathieu Vallet, vous qui êtes député européen, vous portez quel regard sur cette menace que fait peser de plus en plus? J'ai un petit soin, si vous parlez de Raphaël Glucksmann, on a eu la chance de voir ses photos avec Léa Salamé en pleine vacances, en plus. On en parlera, oui. Dans un rapprochement, donc on en parlera. J'ai pensé à cette image tout de suite, dans un moment critique que le pays vit, notamment sur le front des incendies. Elle n'a pas été volée, celle-ci. Oui, c'est sûr, c'est devenu une manie, mais comme Emmanuel Macron sur son jet ski pendant que la France brûle. Mais ça, et comme Jordan Bardella dans l'affaire Liana qui était avec sa princesse au Grand Prix de Monaco. Oui, mais la famille ne voulait pas de récupération, donc faites pas de la politique politique, comme Xavier Bertrand. Ah bah non, durant les. Si, pardon, mais vous faites pareil. Quand c'est la presse médiatique qui fait de l'argent justement sur des photos volées, sur des instants personnels et intimes volés. Pardon, mais c'est la même politique. Non, mais je suis pas d'accord avec vous, Raphaël Glucksmann. Marrant, vous vous énervez. Vous me donnez presque raison. Mais je m'énerve pas du tout. Ah si, vous avez aussi le temps. Normalement, non, vous avez Xavier Bertrand, Wish, ça vous réussit pas. La réalité, c'est que, oui, parce que des fois c'est un peu petit ces propos. La réalité, c'est que le sujet n'est pas Xavier Bertrand. Non, mais en tout cas, merci de lui donner autant d'importance. Je comprends qu'il vous agace, c'est le seul qui a battu le RN avec Emmanuel Macron. Avec l'aide de la gauche et de l'extrême gauche, on préfère ne pas rabiboucher et renier nos valeurs plutôt que d'aller chercher des sièges. D'aller à contre-courant à l'Assemblée nationale contre le gouvernement, vous vous associez parfaitement avec l'extrême gauche. Laissez-la répondre. Non, c'est vrai que je suis premier degré. Quand je parlais, elle répond, je pense qu'on l'a bien entendu et qu'en plus, elle vient m'attaquer sur quelque chose qui est absolument pas vrai. Je suis pas du tout en colère. Vous me connaissez pas, donc quand je serai en colère, vous le sentirez passer. En tout cas, c'est l'impression de votre non-verbal. Pas du tout. La réalité, c'est que quand on n'a pas de fond, on attaque sur la forme, mais vous faites un peu ce que les gauchistes font avec nous. Mais pas du tout, je vous ai attaqué au contraire sur du fond. Sur Raphaël Glucksmann, je persiste et je signe. Je signe. L'image m'a fait penser à cette photo avec Léa Salamé quand vous me parlez d'ingérence russe. Et donc c'était un petit clin d'œil humoristique, mais à la droite assez ancienne que vous prétendez représenter. Vous parliez de Gaulle. Pas d'humour, donc vous êtes associé. Si vous êtes associé à la droite ancienne. Le même discours que Marine Le Pen sur une élite de droite ou de gauche. On a du mal à vous entendre. Donc, je suis interrompu en permanence, je peux pas faire ma phrase. En même temps, vous faites des attaques. Alors, c'est bien votre marque de fabrique, ça. La démocratie, c'est de laisser les gens s'exprimer. Donc, et de pas les attaquer inutilement. Je les attaque pas inutilement, mais dis ça Xavier Bertrand. Alors, moi, je vais parler de l'ingérence. Voilà. Non, mais moi, je voulais parler de la Lettonie, de la Pologne. Et que vous commencez par ça plutôt que de parler de Raphaël Glucksmann, ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas ma maîtresse de pensée, je dis ce que je veux. J'aimerais beaucoup. S'il vous plaît. Laissez Najwa éventuellement apaiser un peu l'atmosphère. Non, voilà. Donc, je vais parler de la guerre hybride qu'on évoque concernant la Russie. En effet, la guerre, c'est plus qu'une guerre de territoire, c'est une guerre de l'information et des fake news. Alors, on parle de la Russie, mais on peut parler d'autres pays, de l'Iran. Oui, mais là, en l'occurrence, principalement de la Russie, qui est aux portes de l'Europe, voire même au-delà des frontières. Non, mais on le découvre, je vais vous dire. Moi, j'ai travaillé dans le cadre de mon ancien travail, souvent sur le continent africain, et on découvre le soft power russe. Vous savez que la Russie, déjà sur le continent africain, dénigre l'Occident en disant, voilà, vous savez, vous avez été colonisé par un certain nombre de pays,
pays occidentaux, nous, on vous ramène la souveraineté. Donc le soft power russe, il n'est pas nouveau. Donc il existe sur le continent africain, il existe en France, où vous avez en effet des fake news qui sont très très présents sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr qu'il faut être naturellement très critique et très vigilant sur l'ingérence russe, mais là encore, ça doit pas être une raison pour limiter la liberté d'expression. Vous voyez, je m'explique. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui s'expriment, on dit derrière il y a notamment la Russie qui est le porte-parole. Mais j'ai envie de vous dire que cette critique, elle doit pas être à géométrie variable. Et c'est pour ça que je parlais de l'Iran, je parlais du soft power également du Qatar. C'est-à-dire que nous on cible la Russie à juste titre concernant son soft power, son ingérence, ses fake news, ses mauvaises informations qu'il déploie à droite et à gauche. Et je parlais des réseaux sociaux, mais on peut également s'intéresser à ce qui est fait par d'autres États qui aussi menacent, oui, il faut le dire, menacent idéologiquement l'équilibre, notre équilibre politique. De l'Élysée, peut-être, c'est ça que vous voulez dire. Comme l'Arabie Saoudite avec ce parc à thème à Mirapolis, dans le Val d'Oise. Oui, c'est aussi du soft power. Enfin, on va pas être naïf, c'est du soft power. Soft power en anglais, ça veut dire pouvoir doux, délicat. Oui, voilà, c'est-à-dire vous investissez, mais attendez, il s'agit pas de fermer les frontières de la France aux investisseurs étrangers, c'est pas ça que je veux dire. Faut pas être naïf sur le soft power qu'applique un certain nombre d'États qui souhaitent investir, et je parlais aussi du Qatar, notamment dans le cadre du PSG. Faut pas être naïf, mais on va pas non plus fermer nos frontières aux investissements étrangers qui créent de l'emploi. Donc là, vous parliez de ce parc Astérix, j'allais dire Astérix, non, ce parc, c'était Dragon Ball, je sais plus. Dragon Ball, oui. Voilà, moi je préfère le parc Astérix, mais bon, ça crée de l'emploi, ça crée aussi une dynamique territoriale, une attractivité aussi de territoire, donc on va pas cracher, j'allais dire, dans la soupe, mais faut pas non plus être dupe. On revient dans un instant, Julia Chamishkovic, je vous donne la parole juste après, sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Aïe, 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 si vous voyez ce qui se passe pendant qu'on n'est pas à l'antenne, ça continue de débattre et encore plus fort, les amis. Mais à l'antenne, ça me dérange pas. Moi non plus. Et moi, je joue le rôle d'arbitre avec vous. Mais de façon plus soft. Le soft mieux que la Coupe du Monde, Attendez, essayons de ne pas parler en même temps, s'il vous plaît, les amis. Au 0826 300 300, toujours Aude qui vous attend au standard, pour revenir sur cette question que nous abordons et qu'on va essayer d'aborder, même si je sais que ça va pas être facile, Mathieu Vallet, de parler de Russie. Pourquoi ça va être facile ? Parce que vous êtes animé, c'est pour ça que je dis ça, mais Julia Achat aussi est animée. Parce que c'est quoi ? Ce sont vos alliés. Pourquoi c'est nos alliés ? Parce qu'ils financent votre campagne. En tout cas, ils l'ont financé. Mon introduction, si vous le permettez. Ils ont financé quoi, madame ? Ils sont pas financés. Ils n'ont pas donné un prêt pour permettre la campagne de Marine Le Pen en 2017. Aux portes de l'Europe et qui teste les défenses de l'Union européenne. Ne parlez pas en même temps que moi, s'il vous plaît. Et qui parle. Invitez pour faire un débat. Je vais partir. Alors, oui, mais non, je peux pas parler. Je voudrais juste pouvoir terminer pour parler aux auditeurs. J'aimerais bien répondre aux attaques qu'on me fait sur moi. Oui, mais vous pourrez le faire après. Ah d'accord. Merci, maître. Je suis pas maître. C'est moi le maître. Des drones explosifs qui tombent sur l'aéroport de Leipzig en Allemagne, aux abords même de cargos militaires qui étaient vides fort heureusement pour l'Ukraine. L'ingérence politique, la manipulation de l'information, sommes-nous au bord de l'escalade d'une guerre hybride ? C'est la question que je vous pose et sur laquelle j'aimerais vous entendre plus que sur vos invectives politiciennes, mesdames et messieurs. C'est pas un commentaire sympa, ça. Non mais revenons sur le sujet. Moi je me suis pas exprimée sur la guerre hybride. Ce sont des invectives que vous auriez de que la Russie nous prétend, madame. À l'époque, en fait, ce qui devrait choquer madame, qui est une grande républicaine et qui donne des leçons à tout le monde, c'est qu'il y avait aucune. C'est plutôt votre cartouche. Non mais vous m'attaquez personnellement, j'aime pas ça. Et après vous dites que c'est le énervé. Merci. Il faut du sang-froid pour faire de la politique. J'y vais. Donc la réalité, oui mais moi je vous laisse parler. Donc la réalité, c'est que ce prêt, ce qui devrait vous inquiéter, c'est que aucune banque souhaitait financer le parti
parti qui a terminé 2 fois l'élection présidentielle, parce que Xavier Bertrand n'a jamais dépassé les 2 ou 3%. Donc je vous dis simplement que le respect de la démocratie, c'est de respecter la parole donnée. Emmanuel Macron, que vous avez soutenu, avait promis une banque publique de financement des campagnes, ce qui n'est toujours pas le cas au bout de 10 ans. Donc si vous souhaitez qu'on puisse, et nous on est d'accord, recourir à des emprunts français que nous faisons du mieux possible avec les demandes conformes, notamment pour la présidentielle, on est complètement d'accord. Et à l'époque, nous n'avons rien fait d'illégal, c'est-à-dire la possibilité et la volonté qu'on a eue de le rembourser rapidement. Donc vos attaques qui font preuve d'une bassesse politique, c'est désagréable. Vous donnez des soins à tout le monde, et d'ailleurs, je termine, et comme ça vous en aurez pour votre argent au niveau des attaques politiciennes. Vous décriez depuis des décennies des gouvernements qui vous ont chagriné. Donc j'imagine que Nicolas Sarkozy, j'imagine que François Fillon, j'imagine que Jacques Chirac sont des gens qui ne vous ont pas apporté satisfaction d'une partie politique dont vous prétendez être issu. Mathieu Vallet. Donc c'est peut-être la schizophrénie française qui vous caractérise dans la politique de dénigrer des gens que vous avez soutenus. Peut-être Et vous êtes même un clin insultant à d'œil. l'égard des Français. Peut-être Alors. était un clin d'œil. Si, vous parlez de schizophrénie française. Non, mais si, vous, et là, vous attaquez tous les Français. Je voudrais juste. Est-ce que je peux répondre? Oui, vous allez pouvoir répondre. Je pense que c'était. Absolument, je sais tout ça faire. suffit, oui. Peut-être était-ce un clin d'œil auprès que votre parti, en tout cas quand il s'appelait le Front National, avait bénéficié auprès d'une banque russe. Je pense que c'était à ça dont vous faisiez référence. Absolument, et on est aussi sur une forme d'ingérence et de soft power. J'avais compris. Elle s'est tenue pour vous écouter. Donc maintenant, non, mais ça vous non, mais en tout cas, mais voilà, donc lui, il est pris pour un imbécile, et puis moi pas, et puis en même temps, je suis psychothérapeute, je suis schizophrène, je suis à peu près tout, je suis Xavier Bertrand. Pour l'instant, oui. vous êtes débatteuse sur Sud Radio. Moi, j'aimerais juste répondre, et après, j'aimerais revenir sur le sujet, parce que là, on déborde, et ça m'agace un petit peu de déborder. Non, absolument pas. Vous avez parlé du prêt russe. Xavier Bertrand est président des Hauts-de-France, il a gagné contre le RN, et Sébastien Lecornu est en train, justement, de voir avec des banques, pour permettre justement à votre parti politique de pouvoir bénéficier de prêts des banques françaises. Et bah, écoutez, vous l'appelez, vous lui posez la question. Je sais pas, vous êtes son porte-parole et après vous répondez plus. Non, je l'ai dit en préambule que je n'étais pas le porte-parole du gouvernement. On peut revenir au sujet. Ouais, non, mais en plus, il ne me laisse pas parler, donc c'est assez agaçant. Et puis après, il joue le rôle de la victime. S'il vous plaît. Vous je suis pas un enfant par contre, donc. Sur la c'est pour ça que je vous dis s'il vous plaît. Sur la question de la guerre hybride. Vous n'êtes pas maître d'école. Non, mais en l'occurrence, je gère ce que je veux et je fais un peu ce que je veux. Voilà. Sinon, vous m'invitez pas. Mais dans les limites de règles, de respect. Ce serait bien qu'on se rassemble sur le sujet là. Mais c'est pas moi qui ai convoqué le prêt russe et c'est pas moi qui ai convoqué des bassesses politiques. Non, quand on amène des sujets sur la table, on s'attend à ce qu'il y ait des réponses des gens qu'on attaque totalement. Mais j'accepte en parole, je vous réponds. Mais vous faites preuve de médiocrité d'attaque politique qui sont bien le symbole de Xavier Bertrand. Et si ça ne vous plaît pas, je ne viendrai plus. Mais si, je viens défendre des idées qui sont les miennes et le caractère ne changerait pas. Où trouvez-vous toute cette énergie? Et où vous trouvez toute cette médiocrité qui en fait rabaisse vos adversaires politiques? Non, mais ce serait bien qu'on ressente le débat, s'il vous plaît, parce que là, je pense que les auditeurs de pouvoir revenir sur le sujet. Allez, on passe à autre chose, parce que là, c'est déjà pénible. Julia, je voudrais juste que Julia puisse répondre à ce que vous avez dit, et puis après, on passe. Non, mais j'ai répondu à ces points, et je vais m'abstenir parce qu'on va relancer un débat, et ça me. Allons-y. Ça nécessite beaucoup de sang-froid, mais dont je sais faire preuve à l'inverse de ce qu'il a dit. Non, ça va. C'est bon. Vous nous fatiguez là. Non, mais vous nous fatiguez. Bon, sur le sujet qui est le nôtre, la guerre hybride. S'il vous plaît, on tâche de rester quand même respectueux. Non, mais depuis avant, j'essaye de parler, puis il me coupe la parole. Oui, Julia, allez-y, s'il vous plaît. Elle me fatigue, je ne vais pas me renier. Mathieu, et je le redis, elle me fatigue. Où est le problème? S'il vous plaît. Vraiment, je vous parle respectueusement, donc tâchez d'en faire de même. Je parle respectueusement, monsieur, mais je vais m'en aller, c'est pas un problème. Julia Chamilkovic, allez-y. Non, mais je sais pas, il a envie de parler. Allez-y sur les nouvelles guerres hybrides. C'est pas très agréable pour les auditeurs. Non, mais c'est même désagréable pour nous. Moi, j'ai tout dit sur la guerre hybride. Je veux bien continuer, mais j'aimerais bien qu'on débatte. Je peux vous parler de la Pologne, de la Lettonie, je peux vous parler de ces moyens hybrides d'information qu'on peut mettre en place, mais ça peut être. Moi, ce que je voulais dire par rapport aux propos que vous avez tenus tout à l'heure, c'est que vous avez évoqué d'autres ingérences. Effectivement, il n'y a pas que des ingérences russes pour lesquelles la France est victime. C'est De Gaulle qui disait que on n'a pas que des alliés, on n'a que des intérêts. Et effectivement, même les États-Unis, qui sont supposément nos alliés, font preuve d'ingérence, y compris en France. C'est d'ailleurs l'objectif d'un Donald Trump qui est presque assumé et de son entourage, y compris Elon Musk avec des prises de position sur X quant à la future élection présidentielle. Donc on est finalement sur une guerre hybride depuis longtemps. On a quitté la guerre froide pour entrer dans une guerre hybride. Il faut arrêter de se raconter des histoires en se disant qu'il y avait une date de fin dans les guerres. Il y a toujours eu des zones un peu
blanches, des zones un peu plus poreuses. Mais finalement, la guerre a toujours été à nos portes. Et comme disait De Gaulle, et j'aime beaucoup cette citation, et ça nous gardera en tout temps sur le fait qu'on sera toujours dans une situation cristallisante où on sera en conflit avec tout le monde et où il n'y a que des intérêts, c'est que même nos propres alliés peuvent devenir une menace. Et il faut être vigilant, il faut être prêt, il faut être puissant, et pour ça, il faut effectivement un gouvernement puissant, il faut pouvoir être en capacité de répondre, aussi. Et une Europe puissante, effectivement, puisque on peut essayer de lutter contre ça seul, mais on connaît aussi le dicton qui dit que ensemble on est plus fort, et je crois beaucoup en l'Europe si elle se solidifie aussi de l'intérieur et qu'elle apprend à mieux travailler ensemble. On l'a vu notamment sur la question de l'immigration. Il y a eu un manque de solidarité dans une crise qui aurait pu devenir une crise beaucoup plus régionale et toucher beaucoup de monde. Bon, il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble et surtout à dialoguer. Mathieu Vallée, vous êtes d'accord avec le fait qu'il nous faut une Europe plus forte ? J'ai la parole, c'est bon ? Je peux m'exprimer jusqu'au bout. Respectueusement. J'ai trouvé ça très triste, mais bon, vous avez raison de dire que le débat mérite mieux que ça. Moi, pour l'Europe, moi j'en ai marre des grands grands remarquez que je vous souris. Moi aussi, je souris, vous savez, il m'en faut un peu plus. J'en ai vu un peu plus dans ma carrière de policier que des gamineries comme ça, mais bon, passons. La réalité, c'est que moi, l'Union européenne, avec les grandes phrases, plus unis, on est plus fort, plus soudés, ceci. Enfin non, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Moi, je suis pas pour qu'on ait une armée européenne. L'armée, c'est la marque de fabrique des souverainetés des États. On convoque De Gaulle dans le débat. De Gaulle, c'est celui qui vantait l'armée de métier et l'armée française, et d'ailleurs, qui a été pour lui à l'origine des responsables politiques médiocres qui ont amené à la débâcle de 40. Donc la réalité, c'est que moi, je veux une armée française, une souveraineté française, qu'on ne partage ni la dissuasion nucléaire, ni le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et que si on écoutait Madame von der Leyen et tous les européistes qui nous expliquent à longueur de plateau qu'avec l'argent des Français, on peut faire tout et n'importe quoi, on aurait déjà des soldats français comme des soldats d'autres nationalités sur le front ukrainien, ce que M. Zelensky, ne demande même pas. Donc moi, je dis attention, derrière les grandes phrases, les grands principes, les grands mots, il faut savoir ce qu'on met derrière. Et donc concrètement, moi j'aimerais bien que par exemple pour les matériels de défense, moi je siège à la sécurité défense au Parlement européen, à la Commission, j'aimerais bien qu'on achète du matériel français, les Rafales par exemple, au lieu d'acheter des avions américains ou des matériaux américains. Voilà, la réalité c'est que nous on défend une préférence européenne nationale que M. Lecornu a enfin rejoint. Alors, au début on disait que c'était raciste et maintenant on comprend bien qu'en réalité derrière ces grands mots pompeux qui visent à nous discréditer, on a quand même des idées qui peuvent tenir la route, notamment sur une défense française qui dans son armement, qui dans ses matériels, qui dans ses entreprises, qui dans son armée de métier donne pleinement satisfaction, même si on aimerait qu'on soit 30% de souveraineté de la décision. Bien sûr, la souveraineté de la décision, exactement. Parce qu'on n'arrête pas de parler des backdoors, donc les petites portes dérobées qui pourraient exister dans les logiciels des avions américains. Là, si on est sur de la préférence, en tout cas souveraine, sur des États membres de l'Union européenne, a priori, on n'aurait pas ces problèmes-là. Mais comme sur l'OTAN, on nous parle d'Elon Musk, mais le vrai sujet, c'est l'OTAN. De Gaulle était très sceptique sur l'OTAN, c'est d'ailleurs pourquoi il a quitté le commandement intégré de l'OTAN que Nicolas Sarkozy a fait réintégrer. Voilà, il n'y a pas d'insulter les Français en disant ça, c'est des choix politique. Et quand aujourd'hui Donald Trump souhaite se désengager, ou en tout cas être moins dans le financement et le soutien au système de l'OTAN, eh ben ça donne un signal à Vladimir Poutine qui vise à dire qu'il y a une forteresse moins forte sur ces sujets de défense et de sécurité. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, il nous teste. Et à la fois, ça renforce. Les pays. Bien sûr, quand il s'en prend à la Pologne ou à la Lettonie, par ses drones, par ses attaques qui, pour une partie, parce qu'il faut bien, moi je lis la presse spécialisée parce que je suis pas un monsieur je sais tout sur tous les sujets, et bah oui, il teste en fait la solidité de nos institutions et de nos accords de coopération. Ouais. Et à la fois, on a l'impression qu'il est de plus en plus fragilisé, isolé, Vladimir Poutine. Oui, bien sûr. Notamment avec... Mais je pense que c'est parce qu'il a du mal à la guerre en Ukraine qu'il maintenant veut aller sur l'attaque et puis qu'il veut mettre en difficulté les autres pays des alliances de l'OTAN ou même des autres pays de l'Union européenne. Ouais. Très rapidement, en 10-20 secondes, Mathieu Vallée, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule à passer juste après ? Non ? Eh ben, on va y réfléchir dans un instant. Je vais réfléchir. Najwa et Laïté. Je sais que Najwa et Laïté, ça va être plus que 5 secondes. Hein. Dites-moi. Moi, c'est rapidement. Un coup de gueule. Oui, non, mais résumez-le en 10 secondes. En 10 secondes, c'est l'IA qui devient une arme. Hein. Vous avez vu, surtout vous avez lu... Allez, l'IA qui devient une arme, ça nous suffira. Merci beaucoup. Du fond quand même. Mais dans un instant. Un simple slogan ne suffit pas. Le fond dans un instant, Julia Achard-Mishkovic. Et moi, mon coup de gueule sur l'étude de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui a démontré que le taux de mortalité infantile était en augmentation et qu'on est le 23e pays sur 27 à avoir le pire taux de mortalité infantile. Dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio.
Smith. 11h31 sur Sud Radio. Les débats de l'été qui continuent, ce 10h-13h, le rendez-vous que nous vous donnons dans une petite demi-heure. La radio libre avec vos réactions au 0826 300 300 et elles sont nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux. On fera un point avec Antonin Durand dans quelques minutes. On est bien maintenant sur les coups de cœur et les coups de gueule. Je vais commencer avec vous, Najwa El Haïté, puisque vous avez eu le sentiment que je vous coupais un peu trop vite, mais on devait faire une toute petite interruption. Dites-nous, vous voulez parler d'intelligence artificielle. Tout à fait, c'est mon coup de gueule. Donc l'IA devient une arme, donc il faut mesurer donc ce que nous sommes en train de vivre, et il y a une ligne rouge qui a été franchie. C'est un article du Figaro qui nous informe que pour la première fois, des intelligences artificielles liées à la Chine auraient été capables de mener une cyberattaque massive contre un gouvernement, et c'est le gouvernement de Taïwan, en planifiant elle-même l'opération, quand même, sans qu'un humain ait à les guider étape par étape. Donc, ce n'est pas simplement un hacker derrière un ordinateur, c'est l'automatisation de l'attaque. Et demain, une IA sera capable d'identifier seules les failles d'un ministère, et c'est là où on doit être très inquiet, seules les failles d'un hôpital, d'un réseau électronique, d'une banque ou d'une infrastructure militaire. Puis de décider comment les exploiter. Alors nous avons passé des années à parler de l'intelligence artificielle essentiellement sous l'angle de l'emploi, sous l'angle des fake news, sous l'angle des devoirs scolaires ou de la protection des données. Mais pendant ce temps, et c'est là ma critique et mon coup de gueule, pendant ce temps, l'intelligence artificielle est en train de devenir un enjeu de souveraineté et de sécurité nationale. L'Europe ne peut pas être le continent qui réglemente, puisque j'ai l'impression qu'elle ne fait que ça, c'est-à-dire de réglementer, pendant que les autres puissances, et là je parlais de la Chine, développent, expérimentent et militarisent l'intelligence artificielle. Donc oui, il faut encadrer l'intelligence artificielle, mais il faut surtout être capable de nous défendre avec les mêmes armes technologiques, et c'est cela mon coup de gueule. Donc place au débat. Et Mathieu, est-ce que vous avez envie de répondre à Najwa ? Non, mais je souscris à son analyse, et juste dire à Mme El Haïté que c'est pas une impression. À Bruxelles, si on lutte pas contre les dingueries des technos, c'est de la surréglementation. C'est ce que d'ailleurs nos agriculteurs déplorent, ce que nos forces de sécurité intérieure, notamment par une jurisprudence des juges européens qui leur mettent toujours plus de contraintes, déplorent. Donc vous avez raison de dire que là où la Chine est un concurrent sérieux et même un adversaire qui est pas pris au sérieux aujourd'hui, vous avez raison de dire qu'ils y vont à fond sur les batteries électriques pour les voitures électriques, sur l'intelligence artificielle et même sur les désordres mondiaux qu'on connaît actuellement, et sur laquelle la Chine est en avant-garde, mais sur lesquels on fait pas attention. Est-ce que l'Union européenne a une chance là-dedans ? Quand vous voyez que même les États-Unis mettent 500 milliards de dollars sur la table pour développer ses intelligences artificielles. Mais ça, c'est des politiques nationales, et effectivement, moi je parle de la France, parce que moi je suis élu en France. La France, oui, a du retard. C'est pour ça que je me permets mais je suis député français au Parlement européen, effectivement, mais moi je suis élu à la France, je suis pas élu en Allemagne ou en Italie. Donc la réalité, c'est que oui, la France, aujourd'hui, a du retard sur l'intelligence artificielle, mais comme sur beaucoup de sujets. Voilà, sur les sapeurs-pompiers, il a fallu attendre qu'on ait les méga-feux pour comprendre qu'ils n'avaient pas de moyens, pas d'effectifs, pas de doctrine et pas d'organisation, puisqu'ils vont être dans la rue le 29 septembre. Pareil pour les policiers le 15 septembre. Donc la réalité, c'est que même le b.a.-ba d'un État qui doit assurer sa défense, sa sécurité et la protection des populations n'arrive pas à le faire. Alors sur l'IA, qui demande de la prospection et de la stratégie, vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué. Julia Chamilskovic. Non, mais par rapport à ce débat-là, vous avez fait la comparaison avec les États-Unis. Les États-Unis sont eux-mêmes en retard par rapport à la Chine. Donc, effectivement, il y a un sujet de souveraineté nationale à prendre le pas rapide de l'IA. On a un retard qui est conséquent. Je ne suis pas certaine qu'on arrivera à le rattraper de façon considérable, de façon aussi à peser dans la géopolitique, puisqu'aujourd'hui c'est un élément qui nous permet de peser. Par ailleurs, vous avez précisé parfaitement à ceux qui avaient des inquiétudes par rapport à l'IA sur le domaine économique, sur le domaine de l'éducation, mais je pense que là où on va avoir des résultats les plus tangibles, c'est effectivement sur l'IA qui va permettre de mener des guerres, l'IA qui va être favorable à l'armée. C'est là où on va avoir des résultats les plus évidents, et c'est certain que si on prend pas le pli, on sera encore
déficit de puissance, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. On a quand même un champion français, c'est Mistral AI, qui vient d'ailleurs de signer un très gros contrat de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft. Donc on a peut-être de quoi, grâce à notre esprit gaulois, je dirais, et peut-être une chance de tirer une petite épingle du jeu. Julia Chamishkovic, peut-être vous gardez la main avec votre avec plaisir. Moi, je voulais quand même parler d'un chiffre qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui en France, vous avez 4 décès en moyenne sur 1000 en 2024, décès infantiles. C'est un rapport qui a été publié en juillet sous pression du canard enchaîné, qui était détenu par la ministre Stéphanie Rist. Le rapport de l'IGAS met en évidence, donc l'IGAS qui est l'inspection générale des affaires sociales, démontre qu'en fait on a une hausse du taux de mortalité infantile en France pour des raisons notamment d'inégalité territoriale. Vous avez dans 14 départements français une seule maternité pour un département, ce qui est dramatique. Ça relance le débat effectivement de l'accès aux soins, des inégalités territoriales, de la décentralisation. On est un pays qui n'est ni en capacité aujourd'hui de pouvoir soigner véritablement les enfants ni les femmes. On est en 23e position parmi les pays européens sur le taux de mortalité infantile, ce qui est dramatique. La dernière fois, on a eu le débat autour d'un pays du tiers-monde. Quand on voit ces chiffres, on peut clairement remettre en question notre système qui doit être bouleversé rapidement puisque nos enfants sont l'avenir de notre pays et on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres. Au contraire, on doit plutôt s'en émouvoir et faire en sorte que, notamment pour 2027, ce soit un vrai projet politique et de priorité nationale. Najwa a été. Oui, c'est vrai, c'est même étonnant. Comment expliquer que la France, qui consacre quand même autant d'argent à sa santé, et quand je parle de santé en matière de santé publique, puisse connaître un taux de mortalité infantile aussi dégradé. Et c'est vrai que ça interroge vraiment. Alors le rapport de l'IGAS qui fait 300 pages, dit que ça ne concerne pas, enfin ça ne se justifie pas uniquement par rapport aux fermetures des petites maternités, mais elle s'explique, et Julia l'a parfaitement indiqué, par des inégalités sociales qui sont de plus en plus criantes. Et là, il faut se pencher dessus et apporter aussi des réponses. On arrive en période d'élection présidentielle. Donc j'espère que cette question, notamment, sera abordée parce que c'est une question aussi de santé publique. Mathieu Vallet ? Non, mais moi je vais redire que Dieu se rit des hommes ou des femmes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà, il y a des gens que vous avez soutenus et des gouvernements que vous avez soutenus. Xavier Bertrand était ministre et dont il est aussi comptable de ce que vous déplorez sur la mortalité infantile, dont c'est un combat dont je partage. Mais on peut parler aussi, puisqu'il y a des questions de santé publique, de l'hôpital que Roselyne Bachelot a transformé en entreprise, des soins palliatifs, puisqu'il a été question de la loi de fin de vie avant les vacances d'été, où chaque département ne dispose pas d'un service à la hauteur des enjeux que vivent actuellement la population. Donc aujourd'hui, on paye les conséquences politiques, et c'est pas insultant de le dire, de gens qui ont été au pouvoir et qui n'ont pas su anticiper, prévoir et décider au bon moment, et qui en plus ne le reconnaissent pas et se présentent même aux élections aujourd'hui avec un bilan qui est un boulet. Donc je veux juste dire que l'honnêteté politique, c'est de dire que quand on a été aux responsabilités et qu'on a un bilan qui est décrit par ses plus fervents défenseurs, c'est bien qu'il y a un vrai sujet politique, et on peut le dire sans attaquer ou sans être taxé de ceci, cela, je pense. Fervent défenseur quand on est critique, je trouve que c'est une parabole intéressante. Mathieu Vallet, on va parler des vacances en fait dans un instant. J'ai pas fait Sciences Po ni l'ENA, monsieur. De nos personnalités politiques. Alors, les vacances, est-ce que, tout comme Olivier Faure, vous êtes indigné de voir le président de la République en une de Paris Match aux commandes d'un jet ski, ou encore Raphaël Glucksmann, amoureux avec la journaliste du 20h de France 2, Léa Salamé, sur une jolie plage de Corse? Est-ce que tout ça manque de dignité? Olivier Faure, en tout cas, le dénonce, alors même que la France brûle et que la France a chaud. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. 11h42 sur Sud Radio. Au 0826 300 300, vous réagissez beaucoup, vous êtes nombreux et nombreux à appeler. On va faire un point avec vous, mais déjà sur les réseaux sociaux avec Antonin Durand, sur cette question des vacances des personnalités politiques. Emmanuel Macron, vu en une du magazine Paris Match, aux commandes d'un jet ski. Est-il réellement aux commandes du pays qui est en train de brûler et d'avoir
avoir chaud, selon le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, qui s'en indigne, qui s'en émeut, mais on remarque qu'il ne s'indigne pas sur les vacances de Raphaël Glucksmann, lui pris en photo, tout amoureux avec la journaliste Léa Salamé, sur une jolie plage de Corse, Antonin Durand. Ouais, c'est la question qui vous fait le plus réagir sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a certains qui ironisent, comme Gilles qui dit qu'il serait plus serein si un président pratiquait plutôt la voile que le jet ski. Alors on peut penser que c'est peut-être un petit tacle écolo. Et alors, GPT-775 qui dit que leur vacances n'est pas le problème. GPT-775 ouais, c'est le pseudo. Hein. Oui, leur vacances n'est pas le problème, c'est leur efficacité pour gérer le pays qui est le vrai sujet. C'est tout. Ouais, c'est tout. Je reviendrai s'il y a d'autres réactions. N'hésitez pas, Anthony. surtout pour de la voile. Alors Mathieu Vallée, moi je sens que ce sujet vous anime. Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Faure pour une fois ? Non, mais vous savez, moi je fais pas de sectarisme politique, hein. Il propose parfois des idées qui peuvent être bonnes, hein. Vous savez, aucun parti politique n'a l'apanage des bonnes idées. Non, mais si on parle sérieusement, non, je disais simplement que Raphaël Glucksmann il passe ses vacances où il veut, mais comme on parlait d'ingérence russe et Gabriel Attal qui faisait son Calimero alors qu'il casse pas trois pattes à un canard pour l'instant dans le combat politique de la présidentielle, invoquer des ingérences russes pour se refaire de la retape politique. 13%, je trouve ça, oui, d'accord, mais en tout cas c'est moins que certains autres candidats, c'est moins que Mélenchon, c'est moins que Marine Le Pen. Bon, voilà. Et pourtant, je suis pas un fervent défenseur de Jean-Luc Mélenchon. On pourra au moins me reconnaître ça. Donc, et pour autant, je pense que Marine Le Pen serait contente d'avoir les 13% de Gabriel Attal. Donc, on peut pas non plus les mépriser. Je méprise pas du tout, mais on méprise pas. Mais on peut dire les choses sans être taxé de mépris, d'être colérique, d'être. Je dis simplement ce que je pense. Mathieu, mais moi, j'ai besoin de le préciser. Donc simplement, je dis en réalité que Raphaël Glucksmann il passe ses vacances avec qui il veut où il veut. Par contre, le vrai sujet politique sur ces deux images, celle de Raphaël Glucksmann, c'est ce que Léa Salamé, qui présente un grand JT payé par l'argent des Français, sera encore à l'antenne. Si, pour l'instant c'est pas le cas, il se déclare candidat ou en tout cas dans la course à la présidentielle parce que ça sera un vrai sujet d'impartialité que les Français sont en droit d'attendre, surtout avec l'argent public. Et enfin sur Emmanuel Macron, pardon, il est président de la République, il y a même des commentateurs qui sont proches, qui visiblement lui veulent du bien, disent qu'il n'est pas prêt ou il n'a pas envie de quitter le pouvoir et qui fait du jet ski, qui fait du bateau, qui passe des bonnes vacances pendant que les soldats du feu crèvent des incendies et sur son front dans les Landes, mais aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, et avant dans le Var ou encore dans la Gironde. Donc je dis simplement que quand on est le chef de l'État, la grande idée que le général de Gaulle avait, la grande notion qui s'en faisait dans les institutions de la Ve République, je pense que c'est pas du superflu que d'être aux côtés de celles et ceux qui sacrifient leur temps, leur engagement et même leur vie pour nous protéger avec tous les sujets que vous connaissez sur les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers. J'ai vu que vous en aviez parlé depuis le début de la semaine singulièrement. Donc la réalité, c'est qu'un chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit être aux côtés de la nation pour la protéger et pas dans le fort de Brégançon payé par les Français pour faire du jet ski ou des activités sportives. C'est une image qu'on donne, c'est un symbole. Et je pense que le symbole dans nos sociétés aujourd'hui, c'est important. C'est déplacé selon vous? Ah bah oui, en tout cas, moi vous regardez mes réseaux sociaux, je ne communique pas sur mes vacances. Voilà, je pense qu'il y a quand même une sphère privée qui doit être conservée, qui prennent quelques jours de repos, ça le regarde, mais on n'a pas besoin de voir qui fait du jet ski, qui fait du bateau et qui en fait passe des vacances dorées pendant que d'autres triment à côté. Parce que pendant l'été, je suis désolé de le dire, même s'il y a une trêve politique, bah il y a des gens qui donnent de leur vie et de le voir et de leur temps pour nous. Est-ce que c'est le fait de le voir ou est-ce que c'est le fait qu'ils le fassent alors même que le pays est à feu et à sang? Parce que quand on y réfléchit, cette photo, on voit bien qu'elle a été orchestrée. Il regarde l'objectif sur cette photo qui est sur la une de Paris Match. Donc, est-ce que il aurait mieux fallu qu'elle soit prise à la volée par un paparazzi ou paparazzo, ou alors est-ce que le fait qu'il le fasse tout simplement est un problème? Non, en fait, il faudrait qu'il soit sur le terrain aux côtés des Français. C'est ça la réalité. Alors, à l'époque de Nicolas Sarkozy, François Fillon était reçu au fort de Brégançon pour des réunions de travail, donc on pouvait le comprendre aisément. Donc moi, c'est pas le cadre qui me gêne ou le lieu, c'est simplement les choix politiques et la priorité qui est donnée. Est-ce que la priorité pour le chef de l'État, c'est de se faire prendre en photo avec la plus belle prose? On a l'impression que d'ailleurs il y a du Photoshop et où on a l'impression de voir un président fièrement posé sur son jet ski, pendant qu'à côté on a des soldats du feu qui crèvent des incendies et qui consacrent leur énergie, leur temps et qui sont à bout de souffle et qui en plus hier ont été reçus par les intérieurs et qui n'ont pas été satisfaits de l'entretien. Pareil pour les policiers qui ont été mis en cause par Gérald Darmanin sur sa note adressée au ministre de l'Intérieur par le garde des Sceaux sur l'affaire Liana. Non mais vous voyez,
c'est pas comme s'il n'y avait pas des sujets actuels. Donc je pense que la place du chef de l'État, elle est à l'Élysée et sur le terrain aux côtés des Français, plutôt qu'au fort de Brégançon pour faire des activités nautiques et sportives. Il va avoir le temps de le faire. Hein. Dans moins de 9 mois, il part à la retraite politique, en tout cas pour un certain temps. Donc il aura le temps de faire du jet ski, de l'avion, du saut en parachute, tout ce qu'il veut. Mais pour l'instant, il est encore aux commandes. Il est suffisamment à chaque fois prétentieux pour le dire, mais ce que les Français veulent pour les derniers mois, c'est des actes. Et pour l'instant, on a surtout du calvaire médiatique et du calvaire de l'inaction gouvernementale et présidentielle. Il est précisé d'ailleurs qu'il fait de la boxe, de la course à pied et du surfboard. Najwa El Haïté, ça vous inspire quoi cette une de pareil match ? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas nouveau. Enfin, les présidents de la République ont toujours utilisé leurs vacances pour révéler une autre facette de leur personnalité. Simplement, moi, ce que je disais, pardon. C'est pas le bon timing là, visiblement. Non, mais tout dépend comment vous interprétez cette photo. Hein, donc, en termes de communication politique, parce que si on prend le président de la République par cette photo, il s'agit de montrer un président. Enfin, en tous les cas, ceux qui ont estimé que c'était une bonne idée. Hein. Il s'agit de montrer un président jeune, dynamique, sportif et qui, malgré les crises, vous voyez, conserve une forme d'insouciance et d'énergie. Donc tout dépend comment vous interprétez cette photo. J'aime beaucoup le mot insouciance. Oui, il est aussi voulu. Donc bon, voilà. Après, et Mathieu Vallée le disait, hein, la vraie question sur la une concernant Monsieur Glucksmann et Léa Salamé. Là, on voit que là encore, si on fait une interprétation de cette communication politique, c'est que Monsieur Glucksmann, il veut sortir de cette image d'intello, eurodéputé, essayiste, pour montrer qu'il est un homme aussi comme les autres, amoureux, etc. Mais la vraie question politique, c'est en effet celle que vous posiez, c'est-à-dire de savoir si Madame Salamé sera toujours à l'antenne à la rentrée, alors que si, là encore, parce que moi j'ignore si Monsieur Glucksmann va se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, ça on n'en sait rien à ce jour, mais s'il le fait, se posera la question du conflit d'intérêts si Madame Salamé continue à présenter, ce journal télévisé. Je suis d'accord avec vous, je peux juste rebondir sur ce que je suis d'accord avec vous. C'est que moi, Monsieur Glucksmann et Madame Salamé fassent des photos de vacances, ou qu'ils soient prises, peu importe, moi ça me dérange pas. Quand Jordan Bardella a eu ces photos aussi qui ont été prises, ils sont traqués par les paparazzis parce qu'il y a une médiatisation et c'est le revers, si j'ose dire, de la médaille de l'engagement. Maintenant, moi juste pour Emmanuel Macron, pour être bien précis, moi il n'y a pas d'attaque personnelle, c'est juste dire que quand on a des hautes responsabilités, la donne elle change forcément. Voilà, là que Monsieur Glucksmann est pris en photo, volontairement ou pas, j'en sais rien, moi j'étais pas là lors de la prise des photos et de l'organisation, mais ou pas. Mais en tout cas, oui, le sujet c'est Léa Salamé à la rentrée avec le JT de France 2, quoi, voilà. Julia Chanichkovic. Oui, moi je vais revenir quand même sur le sujet du débat. Je pense que quand on est un politique avec des responsabilités aussi importantes que celle-ci, on sait que pendant 5 ans, voire 10 ans, on va être dans une forme de dévouement à la fonction et donc au pays. Et effectivement, dans ce cas précis, c'est un renoncement à l'enrichissement. Je pense que ça, il faut le préciser pour toutes les personnes qui se sont enrichies grâce à la politique, mais aussi une forme d'exemplarité vis-à-vis des crises consécutives qu'on a pu vivre. Et effectivement, l'image renvoyée en étant sur un jet ski au regard de ce qu'on vit n'est pas la bonne, et en tout cas je ne l'aurais évidemment pas conseillé si j'étais conseillère politique, ce que je ne suis pas. Il en va de même pour les adversaires politiques et les futurs candidats à la présidentielle qui ont aujourd'hui des comportements, prennent des décisions qui pour moi me paraissent folles. La presse a décidé de suivre Glucksmann et Macron. Bon, c'est un fait. Moi, j'aimerais bien du coup savoir ce que font les autres et qu'on puisse traiter de la même façon la pipolisation des autres candidats. Moi, j'aimerais bien savoir où est Marine Le Pen sur le mois d'août et Jordan Bardella, voire Édouard Philippe aussi. Il a décidé de prendre 3 semaines juste avant une élection. Bon, on peut se poser la question. J'étais inquiet, que vous en parliez pas. Ah mais, vous voyez, j'ai attendu que vous finissiez. On était d'accord, on est d'accord. Moi, j'ai remarqué que vous étiez d'accord. Bah oui, c'est vrai, on était d'accord sur la fonction de on termine sur quelque chose. Je ne vais pas, non mais je vais pas me corrompre quand j'ai un avis qui va dans le sens exactement. Vous étiez d'accord. Je pose la question au même titre que c'est pour ça que j'ai aussi précisé Édouard Philippe, comme ça je suis neutre, mais aussi savoir qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon pendant ces périodes de crise. Donc si déjà les journaux People s'intéressent à quelques candidats qui s'intéressent à peu près tous, histoire qu'on puisse avoir un jugement critique.
politique. Mais effectivement, et ça c'est un avertissement aussi, je pense, pour ceux qui voudront exercer des grosses responsabilités politiques, y compris 2027, c'est de savoir renoncer quelque part, au moins temporairement, à une forme de luxure et de se consacrer à 100%, d'autant qu'on sait qu'on va vivre crise sur crise et qu'en fait, ce scénario-là ne va pas s'arrêter. Donc, soit enfin, on accepte ce dévouement... Ce dévouement intégral, soit effectivement on refuse d'accéder à ces postes-là, mais pas dans un entre-deux. Vous aviez un sujet aussi quand Xavier Bertrand était sur le Tour de France. Très bien, parce que ça non, mais ça, on est sur une fierté française. Mais attendez, me sautez pas la gorge avant que je termine. Je verrai que vous serez peut-être étonné dans le bon sens. Quand Xavier Bertrand va sur le Tour de France et qu'il partage une étape qui est une vraie fierté française durant chaque mois de juillet de chaque année, moi, j'espère que d'autres candidats pourront avoir ces mêmes accès. Ils doivent finir par avoir accès à aussi à un voyage au Tour de France. Et je pense que Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou même d'autres responsables politiques seront aussi ravis de partager un temps c'est un temps important. On a vu ces belles images au cœur de Montmartre ou à Paris lorsque le Tour est passé avec ses chants d'Edith Piaf ou ses chants de Marseillaise. Et qu'il faut que tous les candidats soient traités aussi de la même manière par les organisateurs. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, tout le monde peut y aller de façon aussi libre. Dans la voiture du Tour de France et dans la participation à ce tour avec l'organisation avec qui je crois que c'est ISO. Bon, je vais pas m'avancer sur l'organisation que je connais pas très bien. Quand je sais pas, je vais essayer de le dire, mais c'est la remarque que je voulais faire aussi. Il faut que tout le monde soit traité de la même manière avec la même impartialité. Et donc, vous voyez. Vous avez presque me fait sauter à la gorge et à la fin vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas de critique. Moi je pense que vous avez raison Mathieu Vallet aussi parce que dans ces cas-là il peut y avoir aussi la question de la politisation du sport. Donc soit on accueille tout le monde, soit on accueille personne. Oui, mais dans ces cas-là, et on revient sur le sujet de la politisation du sport, quand on a un Kylian Mbappé qui prend position, quand le sport est politisé, on accepte que les politiques aussi donnent, les sportifs donnent aussi un avis politique. C'est pour ça que sur Kylian Mbappé, moi à l'époque sur une autre antenne, j'avais dit que j'aimerais que le capitaine de l'équipe de France, qu'il porte le brassard du capitaine, c'est un moment de concorde et d'union des Français. On voit comment le foot peut emmener un pays. D'ailleurs, on a tous été tristes de pas aller en finale, mais c'est pas grave, ça sera pour l'Euro maintenant. Mais une fois, on n'a pas lâché l'équipe de France parce qu'elle est allée en demi. Oui, non, mais bien, on est allé jusqu'au bout. Bon, ils ont donné le maximum. Mais moi, j'ai pas fait du l'équipe de France bashing. Je dis simplement que. Non, mais souvenez-vous, à un moment, quand l'équipe de France perdait, on la lâchait, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai été triste de voir qu'il y avait une politisation du sport parce que je pense que dans la sincérité de pouvoir s'offrir des parenthèses d'union nationale, pas pour le fun ou pas pour le côté fabriqué, mais je pense